Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Edna. Bonjour Gonzague, bonjour. Écoutez, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire sur le thème de la constitution d'une équipe fondatrice. Existe-t-il une recette miracle? Nous, on a la nôtre, on vous la dira, Clara vous la dira. On est ravis de cette présentation entre RAISE et Sista. Sista qui est une organisation que nous soutenons beaucoup depuis le début d'ailleurs. Et pour moi qui depuis très très longtemps investi dans les entreprises, soit pour des tiers, soit pour mon propre compte, je peux vous dire que la constitution de l'équipe de départ, c'est la clé de la réussite, une des clés de la réussite de l'entreprise. Et je crois que si vous pouvez bien écouter les témoignages de ceux qui vont parler à ce webinaire et retirer les leçons et vous poser les questions qu'il faut, vous arriverez sans doute à optimiser les chances de réussite. Bonjour à toutes et à tous. En deux mots, nous, Gonzague et moi, on est des jeunes entrepreneurs, mais qui avons commencé tard. On a chacun été des patrons et des patronnes, donc à gouverner seul. Et il a fallu qu'on apprenne à construire une entreprise à deux. La façon dont on l'a fait, c'était sur trois piliers. Le premier, c'est celui de la confiance absolue, c'est-à-dire que on est très différents, on est très complémentaires. Et donc, on s'est fait confiance. Et quand il y a des moments où on ne se comprenait pas, on a appris à se connaître et on a fait confiance dans la bienveillance de l'autre pour que les obstacles soient surmontés. Le deuxième, c'est que on s'est dit que tout est toujours mieux à deux parce qu'on peut se parler. On peut, au lieu de dialoguer avec soi-même pour savoir si on a raison ou si on a tort, on a un ping-pong en face et le fait d'attendre, de se mettre d'accord à deux fait que on apprend le dialogue et que toute l'entreprise est fondée sur le dialogue et donc tout est tout de suite plus simple. On s'est fixé une règle du jeu qui était que aucun de nous deux ne prend une décision sans l'autre, même une décision qui peut paraître futile, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, qui n'étaient pas forcément pour Gonzague et inversement, et que je pouvais par exemple prendre une décision qui me semblait anodine et qui en fait était importante pour Gonzague. Donc c'est beaucoup plus simple, on décide tout à deux. On est à 50-50. Et la troisième décision qu'on a prise, c'est que si on n'était pas vraiment d'accord, on faisait intervenir un expert, une tierce personne, etc. Ou on laissait quelquefois, il est urgent d'attendre parce que nous est arrivé au début que l'un d'entre nous dise oui pour faire plaisir à l'autre alors qu'on n'était pas fondamentalement d'accord. Et quand ça va bien, mais il y a toujours des petits accros dans le développement d'une entreprise et on garde en soi l'idée qu'en fait, on ne voulait pas vraiment. Donc la recette pour constituer une équipe fondatrice, c'est de choisir quelqu'un de le faire avec une personne avec qui on a une vraie relation d'amitié, même si on ne se connaît pas depuis longtemps, mais on sent qu'on peut construire cette relation de confiance. Et puis surtout, ne pas avoir d'ego et s'appuyer, mettre tout le temps en avant les qualités que l'autre a et que nous, on n'a pas. Parce que c'est ça qui fait un binôme magique, c'est que celui qui est d'où, par exemple, Gonzague, il a une très grande énergie, il lâche rien, il a une combativité que moi j'ai pas forcément, et donc je m'appuie et je mets en avant cette combativité. Moi, je suis plus rêveuse. Et donc on appuie nos complémentarités. Et j'allais dire quel que soit le sujet de l'entreprise, et puis quand même, c'est très bien de constituer une équipe fondatrice, mais il faut être sûr qu'on partage non seulement le même projet, mais les mêmes valeurs et la même chose qui nous anime. C'est-à-dire que le matin, on se lève pour les mêmes raisons. Parce que si on ne se lève pas pour les mêmes raisons, ça devient compliqué quelques années plus tard. Et avant de laisser la parole à Edna, la dernière recette que tu as chevillée au corps, Clara, c'est que la parité est aussi une recette de succès. Et on a décidé, nous, chez RAISE, d'être à parité totale, quel que soit le niveau. Et le regard d'une femme et d'un homme sur un sujet d'investissement n'est pas le même et il est extrêmement complémentaire. Donc, on vous souhaite une très bonne conférence et on laisse la main à Edna. Ouais. Si je peux juste rajouter une chose, c'est que Justine et Rachel m'en témoigneront.
les binômes mixtes, nous on le voit dans les entreprises que nous accompagnons, fonctionnent en général vraiment très bien. Ouais. Voilà, Edna, à toi. Et Merci nous, on descend beaucoup. de scène en laissant la place à nos intervenants. Merci Clara et merci Gonzague pour cette belle introduction. Alors, pour ma part, donc, je suis investisseur au sein du groupe de luxe Kering, qui regroupe les maisons Gucci, Saint Laurent, Balenciaga et d'autres. Et je suis également membre du collectif Sista, qui a pour objectif de réduire les inégalités de financement entre hommes et femmes entrepreneurs. Donc, on a créé les Inclusive Hours Sista, qu'on organise tous les mois depuis maintenant plus d'1 an. Avec les fonds d'investissement qui sont nos partenaires. C'est parti de notre envie d'ouvrir les portes de ces fonds institutionnels pour attirer les entrepreneurs qui sont souvent, malheureusement, sous-représentés à la fois dans le deal flow des fonds, mais également dans le portefeuille. Et Raise nous fait aujourd'hui le plaisir d'ouvrir ses portes avec un panel d'entrepreneurs très inspirant. Et ce panel sera suivi de sessions individuelles avec l'équipe d'investissement de Raise. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe, à Angélique pour l'organisation et je laisse la place aux entrepreneurs et à Angélique. Merci beaucoup Edna et merci à tous d'être là aussi aujourd'hui pour participer à ce débat. Effectivement, il y avait beaucoup de concurrence avec le 19 mai et les terrasses qui s'ouvrent, donc merci à tous les participants. En effet, moi je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec hello Justine. Je commençais du coup à introduire effectivement un peu ce sujet qui nous intéresse tous beaucoup, à savoir sur la question qu'a commencé à évoquer Clara et Gonzague, à savoir est-ce que il y a une recette idéale ou non quand on constitue son équipe fondatrice, puisque c'est un peu la base finalement du début de l'aventure entrepreneuriale. Donc, on est ravis de vous accueillir tous les 4 aujourd'hui. Donc, Justine, pour rappel rapide, est la présidente donc, de Respire, une marque d'hygiène. Julien est donc le fondateur de Teddy Bear, une marque de matelas en ligne. Quentin est le fondateur donc de Jolibox, qui a été revendu à Birchbox, puis a été racheté par de ses dirigeants. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et Rachel, donc la CEO de Sweep, qui est donc une solution qui permet de mesurer et de suivre les émissions carbone. Donc, merci déjà à tous d'être là aujourd'hui. Pour commencer peut-être et aller directement dans le bain, comme vous le savez peut-être, on a posé à pas mal des participants aujourd'hui, ils avaient l'opportunité de poser une question et la question qui est revenue le plus est la suivante, et c'est pourquoi vous avez pris la décision de vous associer ou non. Donc, peut-être pour commencer, Julien et Rachel, vous pourriez répondre à cette première question. Julien, je t'en prie. Ok. Écoutez, moi je suis pour Teddy Bear en l'occurrence, je me suis lancé tout seul, mais avec les convictions, je vais aller trouver sur mon chemin les bonnes personnes avec qui m'associer. Et ce que je voulais, c'était pas me forcer à prendre quelqu'un au départ sans être certain qu'il soit la compétence qui me manque. Donc, j'ai fait l'exercice assez scolaire d'identifier les compétences qui me manquaient et j'ai associé d'abord 2 designers qui sont venus pour muscler la dimension direction artistique que je voulais dans la création de la marque Teddy Bear. Et ensuite, dès que le premier fonds d'investissement est rentré au capital de Teddy Bear, on avait identifié le média offline et le déploiement d'une marque forte comme un élément incontournable pour ce qu'on voulait accomplir. Et donc, on s'est mis à la recherche de ce profil-là qu'on a trouvé, qu'on a associé fortement au capital. Donc, c'est de mon associé, ma sparring partner au quotidien. Ok. Et de ton côté, Rachel? Oui, alors donc c'est ma 2e entreprise aujourd'hui, la première ayant été rachetée par Zendesk, bref, il y a 5 ans. Et en fait, sur cette première entreprise, nous, le combo initial, c'était de co-créer cette startup qui s'appelait Beam Analytics avec mon mari. Donc, en fait, on était dans des jobs différents, moi côté contrôle de gestion finance et puis lui côté code, engineering, analytique. Et en fait, il y avait des boulevards pour innover sur le sujet de l'analyse de données de manière moderne, beaucoup plus moderne et qui arrive et qui soit beaucoup plus sexy aussi, tout simplement. Donc, en fait, on s'est dit, bon, allez, on crée quelque chose, on a une vraie complémentarité de moi d'utilisatrice au quotidien. J'ai envie de me faire plaisir avec des outils qui me plaisent. Toi, tu sais coder à ça et puis on va faire quelque chose d'hyper sympa. Et puis voilà, on a créé tous les deux et c'est vrai que
C'était la première année de la création, on a eu un premier enfant. Ça, c'était assez sport aussi. Et puis oui, plein d'anecdotes à vous partager. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé donc au bout d'un cycle, enfin, si on peut appeler ça un cycle, on a dit ça ce matin, donc je réutilise le mot, je trouve ça potentiellement intéressant, au cycle d'une acquisition, donc. Et en fait, on a revendu donc cette entreprise tous les deux. On était les deux cofondateurs et on attendait le deuxième enfant. Donc moi, comme ça, en train de signer les papiers de l'acquisition. Et c'est vrai que c'était des moments hyper intéressants à partager en famille, quoi. Ça changeait notre vie personnelle aussi. Donc et on a décidé de s'y remettre à nouveau. Donc tous les deux, toujours mariés, hein. Pas de troisième enfant pour cette nouvelle aventure Sweep. Et on a intégré cette fois 2 cofondateurs. Nous, on a la quarantaine et on a intégré donc 2 cofondateurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui étaient avec nous sur les aventures BIM, sur les aventures Zendesk, qui sont 30 ans, ils ont une niaque de dingue et ça nous fait un bien de fou de partager les sacs de briques. Hein, on vous en parlera tous, je pense. Voilà, partager un petit peu ces sacs de briques et plus les avoir seulement à 2, mais diviser la charge par 4, c'est juste incroyablement génial et on est en confiance parce qu'on est avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Donc voilà, configuration à 4, des amis aussi, et puis entre le UK, enfin entre Londres et la France, quoi. Voilà. Okay. C'est intéressant parce que vous parlez quand même beaucoup de complémentarité dans vos associés. Justement, quand on parle de complémentarité, ça peut être à plein de niveaux différents. Vous avez commencé à l'évoquer. Donc peut-être concrètement, Justine, Quentin, si vous pouvez en parler, comment vous avez réussi à trouver vos associés? Comment on recherche un associé? Est-ce qu'on va sur LinkedIn? Est-ce on fait appel à son réseau personnel? Est-ce qu'on va chercher une complémentarité de compétences? Est-ce qu'on va chercher plutôt quelqu'un qui a une vision commune de notre projet? C'est quoi un peu de manière plus concrète la façon de créer cette rencontre et de la transformer? Tu veux y aller, Quentin? Ouais, non, vas-y, Justine, je te laisse commencer. Alors, moi, en fait, je vais répondre à ta question, mais en fin de compte, j'ai pas vraiment cherché Thomas, je suis tombée sur lui. En fait, tu vois, la première question que tu posais tout à l'heure, moi, en gros, je pense que je me serais pas lancée sans Thomas. Je me serais pas lancée seule. C'est vraiment parce que j'ai rencontré Thomas que ça a été une belle rencontre, un hasard de la vie, qui fait qu'on a eu un coup de cœur professionnel et qu'on est ultra complémentaires, justement, que ça nous a donné envie de nous lancer ensemble. Donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir à chercher quelqu'un, mais en fait je pensais au fond de ma tête à l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment cette rencontre qui m'a convaincue d'y aller. Et c'est vrai qu'on est ultra complémentaires avec Thomas. On est 2 personnes très différentes qui aiment les mêmes choses, mais qui ont des visions différentes de la vie, de la créativité, de plein de choses, et donc on est ultra complémentaires. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus sur tout ce qui est communication, prise de parole en public, et je pense que Tom, c'est des choses qui l'éclatent même pas, quoi, alors que lui, il s'éclate certainement plus, enfin c'est pas certainement, c'est sûr, au quotidien avec l'équipe, à être à fond dans le business, enfin voilà, à être beaucoup plus dans l'opérationnel, quoi. Donc on est très complémentaires et c'est une vraie force pour nous deux, pour Respire, et c'est ça qui nous aide au quotidien à avancer, à pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre, à avoir chacun son rôle bien défini et ouais, à réussir à avancer et puis à se challenger aussi. Le fait d'être complémentaire, on n'est pas non plus toujours en accord et c'est ça qui est bien. Donc toi, en fait, ça s'est même fait avant l'entreprise, quoi. C'est la complémentarité qui vous a limite inspiré sur le projet. Qui nous a inspiré et qui m'a donné confiance aussi. Parce que ce qui m'empêchait peut-être de me lancer, c'était de me dire, dans tous les cas, je ne sais pas si un jour je serais capable de me lancer parce que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout faire. Et le jour où j'ai rencontré Thomas, j'avais l'impression qu'il y avait tout ce que je ne savais pas faire, lui, il savait faire. Donc, enfin, peut-être pas tout, mais déjà beaucoup de choses que je ne savais pas faire, lui, il savait. Et du coup, ça me confortait clairement dans l'idée de me lancer en me disant, lui, il saura faire, surtout qu'il avait déjà une première expérience entrepreneuriale. Donc, ça aide. Moi, je n'avais pas du tout, je sortais de mes études. Donc ouais, ça m'a donné confiance aussi. Et dans ton cas, Quentin, parce que vous étiez beaucoup, si je ne me trompe pas, vous étiez 5 au début de l'aventure Jolibox. Donc, est-ce que c'est un peu comme Justine, la rencontre s'est faite un peu naturellement et l'idée a émergé après, ou est-ce que il y a une vraie recherche de s'associer et d'aller trouver des complémentarités et autres auprès de tes associés? Alors non, ça a été un peu différent pour nous.
à la base, on était deux avec donc Martin qui était sur la partie design et François qui était sur la partie design et Martin sur la partie tech. On avait fait pas mal de projets ensemble, donc on avait déjà co-créé des boîtes tous les trois. Et en fait, à chaque fois, on s'était rendu compte qu'il nous manquait des compétences ou en tout cas des éléments importants pour pouvoir développer notre business. Et en fait, on s'est après rapproché de Quentin, qui était moi un de mes amis de mes études, pendant mes études, et Mathilde, qui était la cousine de Martin. Et en fait, on s'est rendu compte que assez naturellement, on était très complémentaires sur nos différents domaines de compétences qui nous semblaient utiles pour pouvoir démarrer à l'époque Jolibox. Donc en fait, très rapidement, on n'a pas trop intellectualisé le truc et on s'est dit, mais en fait, lançons-nous à 5, à part égale, tous à fond, et surtout avec une complémentarité qui était parfaite, dans le sens où on n'était aucun à marcher sur les plates-bandes. Tout le monde avait des missions extrêmement bien définies, il y avait une full confiance, et ça a plutôt bien marché au début. Clairement, quand on est arrivé pour lever de l'argent, etc., tout le monde nous disait que c'était une mauvaise idée. Tout le monde nous disait que c'était pas le bon truc. C'était en tout cas un des vrais pain points remontés par les différents parties prenantes avec qui on travaillait. Et la chose qu'on disait, c'est que on a très vite vu aussi qu'on n'allait pas faire notre vie ensemble. C'est qu'on n'était pas capable à 5 de pouvoir, en prenant en compte les vies personnelles de chacun, les volontés de chacun, une volonté pour certains d'aller beaucoup plus vite, d'autres qui voulaient faire quelque chose de très très gros, d'autres pas du tout. Bref, on voyait bien qu'en fait, cette équipe allait à un moment donné devoir évoluer au moins dans les années à venir. Et donc ça on l'a intégré tout de suite et c'était plutôt bien parce que ça a été en full transparence et toujours avec cette optique de créer quelque chose d'intéressant pour que les gens puissent prendre de l'indépendance ou pas. Donc ça s'est plutôt très très bien passé et toujours en tout cas avec un bon degré de communication, de transparence. Et il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, au contraire. Et tes autres associés, du coup, la rencontre, elle s'est faite parce que je comprends que tu cherchais du coup ces complémentarités d'un point de vue de poste, mais est-ce que c'était des gens avec qui tu avais déjà beaucoup travaillé ou c'était on connaissait les compétences de chacun. Je savais que Quentin était très bon sur sa partie. On savait qu'aussi Mathilde, qui était aussi elle influenceuse. Alors à l'époque, ça se disait pas comme ça, mais elle avait une vraie notoriété dans le domaine de la beauté et sur Instagram, donc elle pouvait aussi nous apporter beaucoup de crédibilité et beaucoup de connaissances sur le secteur de la beauté, où franchement à l'époque, il y a 10 ans, on n'y connaissait pas grand-chose. Et donc tout ça en fait a fait que naturellement, sur notre domaine de compétences, on savait là où on allait, et donc ça a permis de pouvoir avancer hyper vite. Et je pense que grâce à ça a évité pour nous de passer l'épreuve souvent difficile de recruter les premiers salariés à des postes très importants. Et souvent, on ne sait pas trop s'il faut recruter très vite des top profiles qui vont derrière structurer leur équipe ou plutôt recruter des personnes pro très doueurs, mais pas nécessairement managers. Nous, on a pu très vite avancer et passer cette étape-là pour gagner 1 an et demi et pouvoir justement avancer rapidement. Et à l'époque, nous, sur notre business, la partie rapidité était absolument fondamentale. Justement, je rebondis un peu sur ton point de top profile. On a l'impression parfois que dans les équipes fondatrices, en fonction du secteur d'activité, si tu es par exemple plutôt en tech, tu vas avoir tendance à chercher des top profiles fondateurs qui sont un peu dans ce secteur. Donc, par exemple, un CTO si tu es une boîte tech, un CMO si tu es dans une boîte B2C. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez ou pas forcément? Parce que effectivement, quand on parle de complémentarité et qu'on est 5, ça paraît un peu plus facile que quand on est 2 et qu'on doit en choisir en fait une certaine typologie de profil. Donc, est-ce que c'est quelque chose peut-être que vous avez vérifié dans vos différentes aventures, notamment toi, donc Rachel, peut-être sur cette partie tech. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, il faudrait que je fasse monter un CTO dans une équipe de founders, ou est-ce que c'est pas nécessaire? La question est beaucoup revenue, c'est aussi pour ça que je la pose. Mais nous, on avait la chance d'être sur des profils, justement, le mariage d'un profil tech avec un profil plutôt commercial, comme le disait Justine aussi, où moi, ça me dérangeait pas d'être porte-voix, enfin, je veux dire,
d'avoir ce rôle customer facing, etc. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher ce tech en question parce que je l'avais chez moi et qu'en plus de ça, on était tous les deux particulièrement frustrés sur notre sujet et qu'en fait, en se mariant, on pouvait vraiment répondre à cette frustration. En tout cas, j'abonde tellement Quentin, ce que tu viens de décrire sur le sujet des cofondateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est 4. Alors, ça fait moins peur aujourd'hui, je te le confirme. Parce que justement, je pense que les investisseurs ou autres ont aussi compris de la rapidité avec laquelle tu exécutes quand tu as une équipe de cofondateurs de 4, où tu as 4 fois 2 paires de mains et 4 cerveaux qui cogitent. Ça veut dire aussi des salaires qui sont bas pour des gens qui sont topissimes, quoi, qui ont vraiment l'envie de faire avancer les choses. Enfin, c'est pas rien, quoi, quand même, dans la toolbox, en fait, de démarrage. Et c'est vrai qu'en revanche, quand avec mon mari / cofondateur, souvent je dis dans l'autre sens, mais on a recréé cette deuxième entreprise et qu'on a sollicité donc nos 2 cofondateurs actuels. C'est vrai que Raphaël, par exemple, qui est avec nous, c'était une petite rockstar du design qu'on avait identifié chez Zendesk. Et moi, je m'étais toujours dit, mais à San Francisco, mais je veux tellement le jour où je recrée quelque chose, je veux tellement l'avoir parce qu'en plus aujourd'hui, quand on fait du software, le design est tellement important que le design doit faire partie de l'équipe de cofondateurs. Et c'est vrai que il nous a rejoints, on était hyper enjoués, mais c'était pour nous, c'est un démarrage de fou, quoi, de démarrer dans ces conditions avec un designer pareil. Et puis Yannick, avec qui on a toujours travaillé pendant très longtemps, qui aujourd'hui s'occupe vraiment de la partie très techno. Et Nicolas, mon mari cofondateur, lui est plus sur la partie produit. Et puis moi j'ai toujours cette casquette. J'ai un ADN très financier à la base, donc sur le côté très admin, sur le côté très moi je suis la CEO de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on a on a tout de suite su aussi quels étaient les rôles et quand Justine parle de plate-bande, c'est vrai que la complémentarité, c'est ça aussi, quoi. Ça permet d'avancer vite parce qu'on sait quels sont les rôles plus ou moins de chacun qui se définissent par cette complémentarité-là. Et du coup, tout avance beaucoup plus vite, quoi. Ok. Mais donc toi, tu as un peu la configuration parfaite parce que effectivement, dès le départ, on va dire que les skills importantes étaient dans la team de founder. À l'inverse, si ça n'avait pas été le cas, est-ce que tu recommanderais notamment, tu vois, aux gens qui regardent aujourd'hui et qui potentiellement se posent la question quelle typologie de founder il faut que je cherche? Effectivement, si je suis sur une boîte plutôt tech, aller chercher un CTO fait beaucoup de sens et même ce serait recommandé, ou est-ce qu'on peut se permettre, tu vois, de le faire en plusieurs étapes et de se dire, en fait, non, il faut d'abord priorité à la vision produit. Moi, j'ai eu le cas de mon beau-frère qui a lancé une entreprise il n'y a pas très longtemps, très tech, sur le sujet de l'immobilier. Et enfin, il avait une excellente idée il vient du sujet immobilier, etc. Mais il n'a pas réussi à trouver, parce que dans son réseau personnel, il n'y avait pas ces compétences très tech, quoi, pour l'aider. Et au final, tout prend beaucoup plus de temps et la motivation se perd aussi au passage. Donc quoi dire à part, je pense qu'il faut réseauter, vraiment aller dans pas hésiter à aller dans, quand on cherche des compétences techniques. Alors peut-être que je dis des bêtises, vous me direz, Quentin, Julien, Justine, mais peut-être qu'il faut pas hésiter à aller un petit peu voir des formations type le wagon, ce genre de choses, quoi, pour rentrer un petit peu dans des réseaux de gens qui ont envie de se parler, ont envie de créer, et puis où il y a un mix de personnes qui viennent de plusieurs horizons. Mais c'est hyper difficile, franchement. Je veux dire, c'est pas en lançant un mail sur LinkedIn, un truc sur LinkedIn, genre j'ai besoin d'un cofondateur, que ça se passe comme ça. C'est d'abord une histoire de confiance en la personne, d'amitié forte, on sera capable de prendre tous les mêmes claques ensemble, ou quand il y en a un qui va pas. En fait, en plus, le fait d'être à plusieurs, et là, Julien, je pense que c'était plus compliqué pour toi, mais quand il y en a un qui va pas bien, il y en a toujours un, pour le coup, ça va correctement. Donc, il y en a toujours un pour rattraper l'autre, quoi. Et c'est rare, quoi, où les équipes sont vraiment complètement down, toutes ensemble. Donc c'est d'abord une question d'affinité et d'amitié plutôt que je vais sur LinkedIn, je lance une bouteille à la mer comme ça. Enfin, je recommanderais pas ça, quoi. Dans ton cas, par exemple, Julien, effectivement, comme tu parlais du fait que tu avais été chercher Aude un peu plus tard pour avoir cette skills plutôt marketing, ça s'est fait comment, peut-être la rencontre? On est d'accord que donc l'idée c'était vraiment d'aller chercher donc cette autre compétence peut-être dans la société, et donc potentiellement comment ça s'est fait, et
et comment tu gères en fait un late founder qui arrive un peu plus tard, comme son nom l'indique dans l'aventure? Avant de répondre à ce point-là, moi j'ai monté une première société en sortant d'école où là c'était un peu le cas de Justine. J'ai rencontré 2 designers industriels que je trouvais hyper talentueux, hyper inspirants, qui en plus avaient le début d'un projet. Et donc moi j'étais l'entrepreneur qui a porté, on va dire, leur projet. Donc c'était une super aventure entrepreneuriale mais qui a raté. Mais j'ai rencontré ces 2 personnes-là. Et ensuite j'ai monté une deuxième société qui s'appelle Lemon Curve. Là pour le coup je l'ai montée comme Rachel avec ma copine de l'époque. Ce qui était dans mon cas une mauvaise idée, mais bon, l'aventure s'est bien passée. Et par contre, quand je me suis remis sur un nouveau projet, là, je me suis dit, je veux pas m'associer avec quelqu'un qui est pas une personne indispensable dans le système que je veux construire. Et donc, j'ai d'abord rappelé les 2 designers et je les ai associés de manière plus minoritaire au capital que pour la première aventure, mais juste pour qu'ils m'apportent le talent dont j'avais besoin pour cette partie direction artistique. Et sur le pilier création de marque et de déploiement de médias offline, du coup, je m'étais fait une idée vraiment très précise un portrait robot de la personne que je cherchais, avec une vraie volonté de l'associer. Pas que ce soit un super salarié, parce qu'en fait, ce que j'avais compris, c'est que ça allait être, c'est Quentin qui racontait ça, un des piliers qui allait accompagner Teddy Bear pour les 20 prochaines années. Et donc, du coup, je voulais pas que ce soit une recrue qui puisse partir un jour, je voulais que ce soit quelqu'un qui se sente honneur du projet Teddy Bear. Et du coup, la présentation a été faite par un fonds d'investissement 360 Capital Partners, dont venait Edna d'ailleurs, qui avait compris ce point-là, mais qui n'avait pas refusé d'investir parce que j'étais tout seul. Je leur avais très clairement expliqué que c'était un des piliers de mon système qui me manquait et que je me donnais 2 ans pour le trouver. Donc du coup, je pense que mettre le doigt sur la compétence manquante, c'est déjà un bon premier pas. Et après, j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment trouver quelqu'un post-lancement pour trouver la bonne personne. Très compliqué. J'ai essayé de rencontrer pas mal de gens qui avaient vécu ça pour apprendre à le faire. Ce que je m'étais listé comme chose, c'est évidemment la complémentarité des compétences et notamment ces 2 compétences que j'ai citées de création de marque et déploiement de médias offline, évidemment. Ensuite, une vision commune. Et on avait des convictions déjà assez fortes sur la marque qu'on voulait créer. Il fallait quelqu'un qui adhère à ça. Et le point qui est le plus difficile, qui a été pas mal évoqué en filigrane par Gonzague et Clara, c'est le point on va dire, de l'agenda commun perso. C'est très compliqué. D'avoir quelqu'un qui en face a les mêmes attentes au même moment, qui a le même besoin dans sa vie, qui a les mêmes attentes de rythme de développement de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui peut plus se travailler et s'ajuster que les 2 premiers points. Mais c'est la partie qui a été pour moi la plus difficile à appréhender dans mes rencontres avec des potentielles personnes. Parce que parfois, je rencontrais des gens qui étaient juste là pour gagner beaucoup d'argent ou qui voulaient avoir une grosse reconnaissance sociale que je pouvais pas forcément leur apporter. Donc, il y a ces éléments-là des ambitions réelles ou de l'agenda perso qui sont très, très durs à palper et beaucoup plus que les compétences. Voilà. Ok, très intéressant, merci Julien. Si on pouvait aussi parler d'un autre peut-être sujet, comme vous le savez, donc on est sur une System Inclusive Hour et c'est aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Raise, le sujet de la mixité. Effectivement, peut-être que la table d'aujourd'hui n'est pas du tout représentative à ce niveau-là, puisque il y a des femmes cofondatrices à peu près dans toutes vos histoires. Pourtant, si je reprends ces stats, il y a 20% des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes ou des équipes mixtes. Donc, clairement, nous, les 100% d'aujourd'hui ne sont pas représentatifs de ces 20%. Donc, j'aimerais bien avoir en fait peut-être votre retour d'expérience qui atteste des atouts d'équipes fondatrices mixtes et peut-être pour donner envie, inciter les gens qui nous écoutent aujourd'hui à sauter le pas et à créer ce type d'équipe. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette question. Moi, je peux y aller. Allez, je me lance. C'est un très bon sujet, la mixité. Moi, en effet, je ne vais pas dire que j'incite à s'associer avec un homme si vous êtes une femme ou l'inverse, parce que je n'ai jamais tenté l'association avec une femme. Mais en tout cas, ce que je me rends compte, c'est que les hommes et les femmes, on n'a pas la même manière de penser, d'agir. Et il y a un exemple bête, c'est qu'en fait, souvent on dit, c'est pas dans tous les cas, mais souvent on dit que les femmes, on a plus
on a plus d'ego, on est plus susceptible, on est plus sensible. Et les hommes, ils peuvent plus dire les trucs comme ça. Et en fait, nous, clairement, c'est ça. Hein. Avec Thomas, moi, je suis beaucoup plus empathique. Enfin, je suis très empathique, je suis très sensible. J'ai quand même besoin qu'on me dise les choses en prenant les formes. Thomas, pas du tout. Mais en même temps, c'est ce qui crée, du coup, cette... en fait, on a cassé la glace et du coup, on s'est compris et on n'a pas besoin de mettre 10 000 formes, de passer par 4 chemins pour se dire les choses. On met nos égos de côté, on est je pense, je te le disais hier, on a fait un live pour les 2 ans de Respire auprès de la communauté et ils nous demandaient un peu notre relation avec Thomas et je disais que je pense que c'est la personne avec qui je suis la plus honnête et la plus transparente dans ma vie. Genre, c'est vraiment la personne à qui, dès qu'il y a un petit truc qui m'énerve, je vais lui dire. Parce que sinon, j'ai pas envie de créer une rancœur et de commencer à me frustrer ou à me braquer sur quelque chose. Et ça, je l'ai compris dès le début. Au tout début, j'avais peut-être pas assez tendance, je me disais, bon, allez, je mets ça de côté, je vais peut-être pas lui en parler. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, ça sert à rien de garder les choses pour soi, il faut absolument se parler. Et ouais, en tout cas, hommes, femmes, ensemble, enfin, nous, ça marche très, très bien. Donc déjà, sur ce point de vue-là, par rapport à la relation, le feeling qu'on a ensemble, et aussi du fait qu'on vend des produits qui sont finalement autant pour les hommes que pour les femmes. Et donc, c'est génial de pouvoir avoir notre avis à tous les deux. Alors, il s'avère que chez Respire, il y a plus de femmes que d'hommes parce que, je sais pas, plus de femmes qui postulent pour bosser dans une boîte de cosmétiques que d'hommes. Mais on vend nos produits, les dentifrices, il y a plein d'hommes qui en utilisent, on a des déodorants aussi. Et donc, c'est top de pouvoir avoir notre avis à Thomas et moi tous les jours sur les parfums produits, la sensorialité des produits. Thomas teste même les après-shampoings, les démaquillants, il les met juste sur ses yeux. Mais voilà, on a besoin d'avoir cet avis à tous les deux pour voir si ça va plaire aux hommes et aussi aux femmes. Ouais, puis ça donne un exemple aussi pour le reste de la société, le type de société que vous voulez créer. C'est vrai que montrer tout de suite dans cette équipe de cofondateurs cette parité, bon, nous, c'est trois garçons, trois hommes, une femme. N'empêche que ça donne quand même un peu le ton de ce qu'on souhaite diffuser, quoi, dans l'équipe. Donc, la manière dont eux-mêmes, donc les employés vont eux-mêmes constituer les managers, vont eux-mêmes constituer leurs propres équipes. Alors, une fois que j'ai dit ça, je suis un très, très mauvais modèle aujourd'hui, dans le sens où on a un gros asset techno, et du coup, c'est vrai que les recrutements sont très, très masculins sur le sujet, vraiment ingénierie pure. Donc là, voilà, en développant l'entreprise, on a de plus en plus de candidatures femmes et de postes féminins. Mais bon, c'est quand même plus difficile. N'empêche que pour nous forcer pour continuer à être raccord sur cette ambition-là depuis le début, on est B Corp, en fait, on est dans la famille B Corp. Alors, on est dans la catégorie Pending Status parce qu'on est start-up, on n'a pas un an de business derrière nous, quoi. Mais c'est hyper important pour nous de nous mettre sur ces rails-là et de faire que toute l'entreprise sache quels sont les guidelines, quoi, qui motivent ça aussi, qui motivent notre quotidien dans le recrutement. Et des labels comme ça sont importants aussi pour montrer ce à quoi on aspire, quoi. Très intéressant. Quentin, peut-être ce serait intéressant puisque je pense que chez Blissim, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, mais vous êtes 2 dirigeants hommes, même si à l'origine, donc il y avait notamment Mathilde dans les teams fondatrices. Comment ça se passe un peu au quotidien, peut-être les relations, et c'est quoi peut-être les avantages et les inconvénients que tu vois au quotidien? Oui, clairement, la mixité, c'est d'une richesse folle à tout point de vue, à la fois d'un point de vue associé, à la fois d'un point de vue fondateur, à la fois d'un point de vue en interne. Moi, j'ai du mal à en voir un débat. Je trouve que c'est juste, il n'y a pas de débat, en fait. C'est extraordinaire de pouvoir échanger avec des différents points de vue, différents. Tu parlais de Justine, très justement, des manières de réagir, etc. C'est ça qui est hyper intéressant. Et je trouve que je vois plein de questions qui disent mais comment on fait pour choisir un bon associé? Je pense que si on le savait, c'est très difficile à répondre. Moi, je trouve qu'il y a un des éléments qui est absolument fondamental, c'est juste vous allez passer plus de temps avec votre associé qu'avec votre femme ou votre mari, sauf toi, Rachel. Et donc, il y a au moins le minimum, c'est que vous soyez prêt à passer et prenez du plaisir à passer du temps avec cette personne-là, quoi. Et à échanger, à se challenger, mais aussi à rigoler, à passer du bon temps, une personne avec qui vous avez du plaisir. Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat doit être fondamentalement lié aussi au plaisir et à la liberté. Et s'il y a une personne en face qui est brillante, qui est complémentaire, tout ce qu'on veut, mais qui est chiante, qui est égoïste, qui est difficile
qui est compliqué, c'est injouable, quoi. Donc, je pense que, et donc, je reviens au sujet de la mixité. Je trouve ça hyper intéressant, hyper fort. Nous, le fait qu'on soit une équipe mixte, alors on était 4 mecs à la base, mais heureusement qu'il y avait Mathilde. Je pense qu'elle a apporté un lien, elle a apporté beaucoup de choses qui, je pense, si elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas du tout été la même aventure. Donc, je pense que à la base, on est comme ça. Après, la vie a fait qu'avec Martin, on est extrêmement complémentaires, on aime beaucoup passer du temps ensemble et je considère que voilà, j'ai le meilleur associé que je pouvais imaginer, que je pouvais rêver. Maintenant, notre codir, on est 8 personnes, il y a 3 mecs et 5 filles. Alors aussi, nous, on a le problème inverse, c'est que toi, Rachel, c'est que nous, 90% des gens qui postulent chez Blissim, c'est des femmes. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème parce que la mixité, ça va dans les deux sens et que je pense qu'à un moment donné, ça peut être aussi dommage qu'il n'y ait pas assez d'hommes. Et je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, la beauté, certes, c'est un produit intuitivement, on peut se dire par rapport au marché, c'est peut-être plus féminin, mais en fait, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un marché absolument passionnant et pourtant, il y a 10 ans, je ne connaissais rien. Et aujourd'hui, je considère que je suis un expert dans la beauté et que je prends plaisir et je pourrais te donner des cours à Thomas, Justine, si vous voulez des cours sur les cosmétiques. Mais donc voilà, donc je pense que c'est absolument fondamental qu'il y ait une vraie représentativité, qu'il y ait une mixité à tout niveau, que ce soit au niveau des associés, que ce soit au niveau du codir, que ce soit au niveau du middle management, des stagiaires, de tout, parce que c'est riche, quoi. C'est hyper riche et ça permet justement de pouvoir grandir ensemble. Juste pour contrebalancer en fait le fait d'avoir aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs masculins, quand on a fait notre récente levée de fonds, du coup j'ai eu la chance de forcément de pouvoir aussi choisir, etc. Et on a un board 100% féminin. Donc ça c'est plutôt chouette aussi parce que du coup il y a 4 cofondateurs, dont moi en tant que femme, mais en face j'ai 3 femmes. 100%, enfin voilà, c'est un board de 100% féminin et ça. Peu commun. Et la mixité, la parité, on peut la jouer aussi là-dessus, quoi. Quand vous avez que des fondateurs masculins, par exemple, il peut y avoir aussi un choix de s'entourer dans un codir avec des femmes, quoi. C'est intéressant dans les organes décisionnaires, quoi. Merci de parler des organes décisionnaires parce que je trouve que c'est aussi un sujet qui peut être intéressant d'évoquer parce qu'on comprend donc bien de plus en plus peut-être le comment et pourquoi vous avez décidé de vous associer, mais une fois qu'on décide de s'associer, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont plus liés à l'opérationnel et justement au décisionnel. Est-ce que vous auriez des conseils sur quand vous avez mis en place vos organes de décision ou quand vous avez réparti vos rôles entre associés, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire comme retour à ce niveau-là pour les participants? Qui veut prendre la main? Je peux désigner, j'ai quelques idées. Non, mais je peux me lancer. Je pense qu'il faut être le plus précis possible dans la répartition des missions. Et vraiment, le diable va être dans le détail. C'est comme en management, il faut articuler, je sais pas, avoir un service client et la com, il faut articuler comment les deux vont communiquer ou comment est la mission de l'un ou comment est la mission de l'autre. Donc, je pense qu'entre associés, c'est très bien de rentrer dans le détail, de créer aussi des routines pour partager les infos, pour prendre les décisions ensemble. Et ça, on peut le processer. Donc, nous, avec Aude, on l'a vraiment organisé. On a des infos. On sait très bien à quel moment on va se les partager. On n'est pas dans l'angoisse que l'autre nous les partage ou nous les partage pas ou prenne une décision sans nous. Mais qu'on a structuré la manière avec laquelle les informations se partagent et les décisions se prennent. Et après, il y a aussi des routines à développer qui sont peut-être sur des aspects plus perso, mais bien se réaligner fréquemment, peut-être tous les 6 mois ou chaque année, sur les objectifs chacun de l'autre, sur comment ils sont, les parties du travail dans lesquelles il a l'impression de se réaliser, celles qui sont plutôt des poids. Et ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Et moi, par exemple, je me lâche très vite de pas mal de choses. J'aime bien vider mon sac, pouvoir dire voilà, telle équipe, ça fonctionne mal, j'aimerais bien qu'on investisse plus de temps pour la restructurer, parce que c'est des messages qui sont très durs à passer dans le quotidien avec son associé, et du coup créer des moments où on peut plus traduire en besoins perso ce qui se passe dans la vie de la boîte. C'est vraiment des moments très chouettes, et il faut pas attendre que ça se passe mal pour en parler.
comme dans un couple, je pense qu'il faut profiter des hauts pour anticiper les moments un peu plus bas. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on a bien appris à faire, que je faisais pas du tout dans mes associations précédentes. Et je pense que ça fait la force de notre binôme aujourd'hui. Ok. Je me permets du coup de pointer un peu du doigt, peut-être notamment Rachel, parce que je suppose quand on s'associe avec son mari, ça doit imposer de bâtir des bases un peu saines pour éviter que le perso et le pro s'entremêlent et que effectivement que dans les organes de décision typiquement tout soit bien calibré dans les répartitions des rôles. Enfin, comment tu as géré ça et comment tu conseillerais peut-être à des personnes qui veulent s'associer aussi bien à leur mari que peut-être à des proches, parce que je suppose que ça peut être des problèmes similaires quand c'est ton cousin, quand c'est ton meilleur ami. Enfin, est-ce qu'il y a peut-être des petits tips que tu pourrais donner à ce niveau-là? Qu'il y a une vraie discipline aussi sur le temps de travail versus le temps perso, que ça n'était pas toujours hyper discipliné, mais ouais, il y a des moments où faut savoir reprendre ce temps personnel en dehors de la sphère du travail pour maintenir la relation, que ce soit une relation familiale ou de meilleurs amis ou de mari et femme, ça c'est clair. Après, ça reste des sujets de confiance, quoi. Quoi vous dire, on a grosso modo toujours tout entremêlé quand même, quoi, hein, même si on se voulait être de temps en temps relativement discipliné. C'est vrai que c'est des marathons, tout ça. Donc, et je pense que Justine, Julien et Quentin disent là pour dire la même chose. Mais ouais, c'est des marathons qu'il faut, enfin, et faut avoir quand même un peu de sportif, quoi, hein, pour dans la relation, dans le temps qu'on partage, dans le partage des décisions. Je sais pas, c'était assez naturel, quoi. Ça a toujours été relativement naturel, quoi. Je pense que c'est ce qui fait la force de cofondateur, quoi, hein, ce côté confiance, partage, et puis regarder des temps off personnels. Moi, avec mes cofondateurs, on se retrouve tous les 4 aussi, où on fait juste, bien sûr, il y a un temps de travail, mais on essaie aussi de faire beaucoup d'autres choses, quoi. Ouais. Tous les 4, parce qu'on est parti pour moins 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Et vos cas sont un peu des cas où effectivement ça s'est bien passé, mais est-ce que dans la partie même juridique, il y aurait quand même des choses à anticiper qui feraient que en cas de mésentente, en cas de sujet, de membres de l'équipe qui partiraient, etc., il y a des choses auxquelles il faut penser, qu'on n'a pas envie de penser au début, en fait, comme un mariage, quoi. C'est-à-dire que effectivement, quand on commence, on n'a pas envie d'avoir le contrat de mariage, on se dit c'est bien, tout va bien se passer, je lui fais confiance à la vie à la mort, et puis à un moment donné faut se faire super bien accompagner. Ouais, moi, je veux pas trop prendre la parole non plus, mais faut se faire super bien accompagner par un tiers costaud qui sait parler à des cofondateurs. Faut pas hésiter à payer assez. Enfin, je veux dire, faut pas économiser sur ce sujet du pacte d'actionnaires et surtout de la compréhension de tout ça. Je pense qu'il faut pas laisser la responsabilité, par exemple, à celui qui sera un petit peu plus admin. En l'occurrence, c'était mon cas, quoi. Hein, à celui qui sera un petit peu plus admin de légal, en fait. Faut pas laisser faut faire confiance évidemment, mais je veux dire, il faut que tout le monde soit bien conscient de ce qui est écrit, que les paragraphes, ça veut dire quoi exactement, ça implique quoi, et il faut que tout le monde monte en charge, en fait, parmi les cofondateurs, il faut que tout le monde ait un bon niveau de compréhension et que personne soit laissé un petit peu sur le côté en disant on t'expliquera plus tard, parce que c'est le meilleur moyen pour faire grandir des frustrations, en fait, dans le temps, quoi. Donc, moi, je sais que je passe énormément de temps aussi à faire des points avec eux. Genre, t'as compris, ça veut dire ça, ça, ça. Et puis, s'il faut qu'on paye un peu plus de temps quali d'une personne qui t'explique bien, j'ai aucun problème avec ça. Donc, vous voyez, ça, je pense que c'est important. Ouais. Il ne faut pas économiser là-dessus, selon moi. Ouais, là-dessus, moi, je peux témoigner avec du coup mon expérience précédente qui est mal passée. Je suis parti en exerçant ce qu'on appelle le good liver, qui est le fait de partir dans les conditions qui sont prévues et qui sont des bonnes conditions. C'est-à-dire, évidemment, on n'a pas commis de faute grave ou faute lourde au titre du pacte. Et en fait, juste savoir que cette option existe, savoir qu'on a une association de laquelle
ça se passe mal, mais pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pas il a piqué dans la caisse ou il a tapé quelqu'un, etc. Et savoir, il y a une vraie option pour que l'autre puisse partir et continuer sa vie. Donc, alors forcément, soit il se fait déposséder d'une partie de ses parts à un prix qui est convenu d'avance, ou soit c'est des conditions plus de marché qui vont s'appliquer. Mais c'est un vrai soulagement. Parce que ça veut dire que, en gros, l'échec est envisageable et donc à partir de là, on peut créer une discussion. Et juste se taper dans la main et du coup se retrouver dans des situations qui vont être des situations de force, un contre un, dans des moments critiques, ça va être très éprouvant. Donc, je suis d'accord avec Rachel, essayer de le cadrer au maximum, même si au début, on n'a pas les moyens de forcément d'écrire un pacte béton, au moins se dire clairement les choses. Écoute, si dans 6 mois, ça marche pas, comment on fait? Est-ce que toi, tu seras d'accord pour juste avoir été payé et pas prétendre avoir des parts et ça, je pense qu'il y a des discussions entre adultes qu'il faut avoir très tôt. Il y a suffisamment de littérature quand même aujourd'hui, tu vois, Ouais. par exemple par rapport à quand on a démarré la première boîte il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'échanges, une culture, beaucoup d'échanges sur le sujet. Et franchement, ne faites pas l'impasse sur ce temps-là que vous allez investir dans la compréhension de ce que ça veut dire et comment est-ce que vous pouvez l'embarquer dans un pacte. C'est hyper important pour tout le monde et pour votre futur. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut, comme le dit justement Rachel et Julien, il faut prendre du temps avant de s'engager et essayer de couvrir le maximum de cas. Malheureusement, il y a toujours un principe de réalité qui s'impose. Mais que s'il y a déjà eu des discussions en amont, etc., ça sera que positif. En tout cas, ça ne fera qu'aider la discussion et finalement que l'issue soit le plus que chacun soit en sorte là positivement, quoi. Mais je pense que je trouve ça toujours un peu difficile de s'associer en se disant on est pieds et mains liés. Je pense qu'il y a une notion de liberté qui est quand même très importante et surtout de manière quand on est assez jeune, entre 23 ans et 35 ans, d'un point de vue personnel, il y a tellement d'évolutions importantes, des enfants, un mariage, une envie d'aller à l'étranger, il y a tellement de choses qu'en fait, est tout à fait normal, tout à fait positive aussi, qu'à un moment donné, se séparer, c'est pas grave, et au contraire, quoi. Chacun a des envies différentes, et le fait d'amorcer la discussion en presque première discussion, je trouve qu'il y a un côté très sain. Et je suis complètement d'accord, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à ajouter, mais ce que tu dis, Quentin, moi, quand j'ai signé le pacte d'associés avec Thomas, j'avais 24 ans, et quand on m'a mis ça sous les yeux, je comprenais rien, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi il faut se projeter là-dedans? Du coup, je m'étais renseignée auprès d'un avocat qui m'avait conseillé mon père, qui me décryptait, en fait, qui me traduisait ce que voulait dire chaque ligne. Et je me disais, mais pourquoi on prépare ça? Enfin, c'est vrai que du coup, on imaginait le pire, en fait. Et finalement, de le faire, ça m'a complètement rassurée en me disant, au moins, on part en se tapant dans la main et en sachant à quoi on s'attend. Et voilà. Et comme dit Quentin, il y a une notion de liberté, finalement. Il y a une notion où on a le sentiment qu'on ne va pas se retrouver seul tout d'un coup sans y être préparé, mais qu'en même temps, on est libre de partir aussi si on en a envie. Donc, c'est bien de le faire. Enfin, il faut le faire, en fait. Et finalement, c'est grâce à ça que tu achètes un peu ta liberté. Exactement. Et justement, comme on parle des pactes et autres, souvent, ça implique des fonds. Donc, en l'occurrence, vous quatre avez levé des fonds. Rachel, tu évoquais aussi avec Quentin ce point tout à l'heure de l'impact de la construction de l'équipe fondatrice dans les discussions avec le levée de fonds. Alors, évidemment, l'équipe, c'est un des points primordiaux quand on lève des fonds, en tout cas en tant que fonds d'investissement. Je peux un peu en parler. Mais la question que je me pose, c'est parfois, il y a des partis pris. Enfin, en tout cas, on entend parfois certains partis pris du type un solo fondeur, ça peut faire un peu peur. Ou effectivement, une association mari et femme peut faire un peu peur. Beaucoup de fondeurs et donc beaucoup de décisions qui sont étalées peuvent inquiéter. Est-ce que vous avez déjà été challengé à des niveaux différents sur ces sujets? Et si oui, comment vous avez réussi à gérer ça? Puisque vu que vous avez tous levé des fonds, je suppose que vous avez tous coché cette case vis-à-vis des investisseurs. Donc, comment ça s'est passé déjà dans un premier temps? Et puis surtout, comment vous faites pour le gérer au mieux au quotidien dans vos discussions avec les fonds en temps de levée? Moi, le sujet mari et femme, c'était un sujet il y a 10 ans. Ça ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de success stories et puis finalement, vous regardez dans les portefeuilles de
de plein d'investisseurs. Vous trouverez plein de maris et femmes aujourd'hui. Donc c'est plus un sujet. Ça l'était quand on cherchait des fonds, où on avait quand même des petites remarques, genre mais oui, mais si vous vous séparez, je leur dis mais enfin attendez, si n'importe quel cofondateur se sépare early stage, c'est compliqué pour tout le monde de toute façon, quoi. Donc et puis ouais, il y avait le sujet de mais comment est-ce que vous allez faire pour pas péter un plomb au final, comment vous allez vous supporter au quotidien. Je dis bah écoutez, moi je me suis mariée, j'ai confiance en mon couple aussi, donc ça devenait aussi parfois hyper intrusif, mais bon c'est comme ça. Et non, et en fait, moi, je leur disais, mais vous vous rendez pas compte de la force que ça représente. C'est-à-dire que moi, j'ai plus je me demande toujours comment les moitiés, on va dire, conjointes des fondateurs font pour supporter la vie d'un entrepreneur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'argent pendant longtemps, il n'y a pas grand-chose, quoi, de matériel qui se passe dans la vie du foyer, parce que l'entrepreneur, il est H24 sur son sujet, à développer son business, enfin, c'est dans la majeure partie des cas. Et nous, en fait, on arrivait dans une configuration, on savait pourquoi il n'y avait pas d'argent, on savait pourquoi il n'y avait pas de temps, pourquoi il n'y avait pas de vacances, pourquoi il y avait pourquoi il y avait peu. Et finalement, ça nous a permis de rentrer dans ce marathon en toute conscience, quoi. Je veux dire, je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais moi, j'ai toujours beaucoup plus pas de peine, quoi, mais à chaque fois je me dis mais oh là là, mon Dieu, il se lance lui, et puis ils viennent d'avoir X enfants, et je me dis mais ça va être compliqué, quoi. Donc en fait moi je trouvais que c'était une force, quoi. Et ça, quand vous l'expliquez, alors en même temps, quand j'avais besoin d'un peu trop rassurer sur le sujet, je vous avoue, j'allais voir ailleurs, hein, donc ça s'est pas fait, hein, avec les VC qui nous ont un peu trop challengés sur ce sujet. Donc voilà, on est allé voir des VC pour qui c'était pas un sujet, mais ouais, ça l'est plus quand même aujourd'hui, ça l'est plus. Ok. Enfin, c'est plus un problème, pardon. Et ça a été le même ressenti pour vous, Julien et Quentin? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de situation complètement deal breaker, parce que, comme tu dis, Rachel, tu peux avoir des inconvénients, mais tu as toujours aussi des avantages dans cette situation. Nous, on était 5. Oui, certes, c'est un risque qu'il y en ait un qui. Tu multiplies les risques parmi les 5, il y en a un qui soit moins bon que l'autre. Mais en même temps, ça te permet aussi de dire que tu vas beaucoup plus vite, ça te coûte moins cher, etc. Donc voilà. Un solo co-founder, je pense que tu as aussi des vertus. Enfin, sur chaque point, je trouve des vertus. Moi, le seul, je ne vois pas beaucoup de points deal breaker. C'est juste le point deal breaker de l'équipe, c'est est-ce que l'équipe est complémentaire. S'il y a 3 mecs d'école de commerce qui font exactement le même job, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Mais c'est facile à voir, en fait. Donc, c'est pour ça que d'où cette importance de la mixité, cette importance de la complémentarité. Mais pour moi, ce n'est pas dans le nombre, ce n'est pas dans la situation maritale, et je pense même plus dans la situation géographique. Et ça, je crois que c'est une nouveauté. Ouais. C'est une nouveauté. À l'époque, pour le coup, c'était plus compliqué, mais là, je pense que c'est une nouveauté, et je suis sûr que maintenant, il y a des fondateurs qui vont être séparés. Moi, et nous, Quentin, j'ai un de mes associés qui est à Londres, on se voit jamais parce qu'il ne peut pas traverser la frontière. Et on a quand même levé 5 millions de dollars comme ça, quoi. Ouais, et ça ouvre un champ des possibles fantastique. Ouais. C'est ça qui est top, je trouve. Hein. Franchement, la situation aujourd'hui de trouver son fondateur et de lever de l'argent, elle n'a jamais été aussi favorable. C'est clair. Super. Et moi, je dirais qu'en fait, il y a plein de configurations d'équipes différentes, et en fait, c'est naturel pour l'investisseur de challenger la configuration, mais il n'y en a aucune qui est idéale. Le but, c'est de faire réagir celui qui est face à l'investisseur pour voir s'il a bien compris les forces et les faiblesses de son équipe, potentiellement ce qui lui manque. Donc, c'est plus de tester sa compréhension de l'environnement des fondateurs et du management du coup qui va se mettre en place, plutôt que de dire moi je préfère les couples ou je préfère les solo founders. C'est absolument pas ça dont il est question. C'est plus de voir comment il va réagir. Et je rebondis du coup sur une question du chat qui était les co-CEO, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai un avis là-dessus. J'en ai parlé avec quelques copains qui devaient mettre en place des organisations. C'est qu'en fait, c'est une non-décision pour moi. C'est-à-dire que celui qui est co-CEO, il ne s'est pas posé la question de qu'est-ce que tu vas faire toi dans le duo, qu'est-ce que moi je vais faire, comment. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un alignement d'ego au détriment d'une organisation fonctionnelle. Voilà, donc moi je dirais. C'est très peu lisible. C'est très très peu lisible pour l'extérieur. Co-CEO, ça brouille les pistes. Moi c'est pareil, j'ai tendance à mettre un gros no-go là-dessus. Ouais. Pareil.
Effectivement, vous êtes tous d'accord, c'est parfait. Justement, on l'a un peu évoqué avec l'idée du pacte, la possibilité qu'à un moment donné, il y ait des séparations qui se fassent. Effectivement, après, il y a eu plus souvent des founders qui ont été rajoutés à votre team de départ que l'inverse qui s'est passé, sauf peut-être ton cas, Quentin. Néanmoins, comment on gère quand on a… parce que en fait, il y a des questions qui reviennent, qui sont sur la question du comment je trouve l'associé idéal. Est-ce qu'il y a vraiment une recette idéale? J'ai pas l'impression. Néanmoins, il faut être capable de recréer l'équilibre au sein de son équipe. Si à un moment donné, un associé part, un associé arrive, est-ce que vous avez déjà été dans ces configurations? Alors, Quentin, c'est sûr. Julien aussi. Et si oui, comment vous gérez ça? Comment vous avez géré ça? Et surtout, que ce soit un départ pour une bonne, finalement, ou pour une mauvaise raison? Enfin, voulu ou non voulu de celui qui part. Moi, je peux commencer. Un point, je trouve, qui est important, c'est qu'une entreprise, entreprendre et créer un projet, ce projet, il va avoir plusieurs vies. Et pour le coup, nous l'exemple qu'on a vécu en 10 ans, ça a été un roller coaster continu sur plein de sujets différents, de réussite, de fail, d'organisation, etc. Vous m'entendez? Ouais. Là, c'est bon, c'est évident que ça a un impact direct sur l'association qu'on a avec les personnes, mais que de manière assez positive, ça ouvre toujours des opportunités et que justement, ça demande de l'agilité, de la flexibilité, mais derrière, le fait que quand il y a eu des départs d'associés chez nous, ça a aussi créé de la place pour d'autres. Ça a créé aussi une nouvelle organisation. Et finalement, aujourd'hui, tout est très positif, en fait. Donc, moi, il faut rester hyper agile. Et encore une fois, le projet n'est pas plan en mode c'est toujours la même chose. Et ce qu'on fait en année 1, c'est la même chose qu'en année 10. Non, il n'y a rien à voir, quoi. C'est vraiment mobile, quoi. Ça bouge beaucoup. Mais ça, je comprends bien que d'un point de vue de l'équipe fondatrice, ce soit très clair, mais comment tu arrives à transmettre ça aussi à tes équipes, tu vois, effectivement, que si à un moment donné quelqu'un parte, en fait, ça doit pas perturber le déroulé de l'équipe et que effectivement c'est naturel, que c'était prévu, alors que peut-être un an avant, ils misaient un peu tout sur leurs dirigeants, tu vois. Comment tu gères plutôt d'un point de vue management général ces roller coasters justement et pour s'assurer que ça n'a pas d'impact après dans la gestion du quotidien, tu vois. Souvent, un départ s'explique. Il y a une raison pour laquelle il y a un départ. C'est pas quelque chose qui n'est pas prévu ou qui soit irrationnel. Donc souvent, il y a une rationalité derrière ça. Et le fait d'être très transparent et d'expliquer pourquoi et d'expliquer surtout qu'est-ce que ça va engendrer et pourquoi il va y avoir aussi un aspect positif à ça, je pense que c'est la meilleure manière d'accompagner le changement. Très clair. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des avis sur la question, aussi rejoignent à peu près tous le point de Quentin. Comme je vois que le temps file. Le temps file, il nous reste 2 minutes, donc je vais peut-être clôturer avec cette dernière question qui est sûrement la plus généraliste, mais avec votre expérience et votre recul un peu à tous, est-ce que vous avez des enjeux que vous avez surmontés, des zones de friction inattendues et des conseils que vous pourriez donner à des futurs entrepreneurs pour anticiper au mieux la création de leur équipe fondatrice? C'est un peu la question fourre-tout où vous pouvez à peu près répondre ce que vous voulez. Non, mais moi, le truc que je garderais, le conseil que je donnerais à un couple, un groupe de fondateurs, ce serait vraiment profiter des moments où ça va bien. Faut pas aller voir le médecin quand on a mal, en gros. C'est pour vraiment profiter des moments où ça va bien, pour se poser des questions, se projeter, dire de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous manque, etc. C'est des moments qui sont assez rares, c'est très cyclique, la vie d'une entreprise et d'une start-up. Et c'est pas dans les moments durs qu'on doit régler des problèmes d'ego, des problèmes de mission mal répartis. Donc, anticiper un maximum. Être hyper bienveillant quoi, avec ses cofondateurs, leur faire confiance et ne pas imaginer quoi que ce soit, quoi. Être vraiment dans la transparence, dans le rationnel, hein, comme tu disais Quentin, c'est clair, mais être hyper bienveillant quoi, parce qu'on est dans je le redis encore, mais c'est vrai que c'est des marathons, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc il faut être sympa, quoi.
Ouais, moi je suis complètement d'accord. Faut envoyer du love, hein. Franchement, parce que c'est suffisamment compliqué comme ça, donc il faut se faire des trucs cool, quoi. Il faut être soudés ensemble, faut se soutenir, faut être là l'un pour l'autre, parce que finalement, même s'il y a toute l'équipe, nous maintenant 25 chez Respire, bah, en fin de compte, on a le sentiment parfois qu'on n'est que tous les deux, quoi, ou qu'on est seul en fait. Parfois, on s'appelle et on se parle une fois par semaine, c'est le lundi soir. Et parfois, je lui demande comment il va, il me dit bah, je me sens seule, j'ai l'impression d'avoir une charge mentale énorme. Et du coup, bah, bien se parler pour aussi être capable de vider sa charge mentale. Et on est les deux dans le même bateau, au même niveau, donc faut s'accompagner, quoi. Et moi, je terminerai, il faut se valoriser aussi, parce que souvent, quand on est entrepreneur, il n'y a personne qui nous dit que c'est bien. Il y a souvent les gens qui nous disent que c'est pas bien. Les seules fois où on dit que c'est bien, c'est quand dans les médias, on lève de l'argent et on ne va pas vanner en disant on est content de lever de l'argent. Mais c'est les seules fois où il y a un peu de fierté, où on nous renvoie un peu de fierté. Et je trouve que le rôle aussi du cofondateur ou de l'associé, c'est de dire à l'autre bravo, je t'admire, c'est super ce que tu as fait, et de valoriser cette personne-là. Et je pense que et grâce à ça, en France, on ne valorise pas assez à tout niveau, et c'est un des premiers points, je trouve, que le rôle d'un cofondateur. C'est un beau mot de la fin. C'est vrai. C'est très beau. Je n'aurais rien à rajouter. Merci beaucoup à tous d'avoir pris ce temps aujourd'hui. C'était très intéressant. J'espère que ça a aidé ceux qui nous ont écoutés et inspiré pour leurs futurs projets. Je vois qu'il y en a qui ont dit qu'ils filaient en terrasse, donc je vous laisse tous filer en terrasse. Et merci pour votre temps, particulièrement aujourd'hui. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci à tous.